RCF. Polychrome, Olivier Singer, RCF Alsace. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne. Une émission européenne, comme vous avez pu l'entendre, qui sera consacrée à l'agriculture. L'Union européenne est aujourd'hui la première puissance agricole mondiale. La surface agricole y occupe près de 38% du territoire et ses activités emploient plus de 9 millions de personnes. En matière agricole, l'Union européenne s'appuie sur la politique agricole commune, lancée en 1962 et qui avait pour objectif à l'origine d'assurer une autonomie alimentaire, un enjeu quelque peu oublié, mais ravivé avec la guerre en Ukraine. Une politique agricole qui est souvent de bon ton de décrier, alors que cette politique basée sur un système d'aide conditionnée aux agriculteurs représente aujourd'hui 33% du budget de l'Union à 27, soit 387 milliards d'euros pour la période entre 2023 et 2027. Et la France est le premier bénéficiaire avec 66,2 milliards d'euros. Mais l'agriculture en Europe, c'est aussi d'importantes émissions de CO2. Le deuxième émetteur de gaz à effet de serre en France, 15% des émissions dans l'Union européenne. Et ce chiffre ne bouge pas depuis 2005. C'est une pollution des eaux provenant des sources agricoles et un appauvrissement continu de la biodiversité des terres agricoles. Conscient de ces enjeux, l'Union européenne s'est engagée dans une stratégie de décarbonation dénommée le Green Deal et sa déclinaison agricole, on va dire, dénommée de la ferme à la fourchette pour promouvoir un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. Il demeure qu'aujourd'hui la guerre en Ukraine et son lot de conséquences laissent planer beaucoup d'incertitudes sur la réalisation de ces objectifs européens. Pour faire le point sur la politique agricole de l'Union européenne et ses nombreux défis, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le député européen Jérémy De Serle, que l'on pourrait qualifier du monsieur agriculture du groupe Renew, le groupe de la majorité présidentielle en France, un peu comme Joseph Daul l'était au sein du PPE. Bonjour monsieur De Serle. Bonjour. Alors, monsieur De Serle, vous êtes éleveur de bovins en Saône-et-Loire et député européen depuis mai 2019. Auparavant, vous présidiez le syndicat agricole des jeunes agriculteurs, poste que vous avez quitté dès votre prise de fonction au Parlement européen. Vous siégez, donc, comme je le disais, au sein de la Commission de l'agriculture et du développement rural, et vous êtes membre de la délégation pour les relations avec le Brésil. Je pense que c'est aussi pour la question des accords de Mercosur et beaucoup d'autres sujets. Le 1er janvier 2023 est entrée en application la nouvelle PAC, comme on dit. Que faut-il retenir de cette PAC ? Quels sont pour vous ses points forts ou ses points faibles ? Avant de tirer un bilan, il va falloir qu'on scrute et qu'on soit bien attentif à l'efficacité de sa mise en œuvre. Elle est, comme vous l'avez dit, en train de se mettre en œuvre depuis le 1er janvier 2023 et donc il est aussi de notre responsabilité en tant que député européen et aussi négociateur justement sur cette PAC, eh bien de regarder si les agriculteurs partout en Europe, enfin en tout cas au moins un maximum d'entre eux, en profitent pleinement de cette PAC et que ça leur apporte l'accompagnement nécessaire et qu'en même temps, c'est ce qu'on a essayé de faire dans la PAC, que ça puisse répondre aussi aux enjeux de société, aux attentes aussi sociétales, que ce soit en matière d'environnement, mais aussi de qualité alimentaire et aussi de bien-être animal. Donc la politique agricole commune, même si vous l'avez dit, représente budgétairement quelque chose d'important au niveau européen, elle représente aussi quelque chose de qualitativement respectable. Parce que ça s'est conditionné quand même, ces aides et ce budget, à des pratiques qui répondent aux enjeux. Alors, en parlant de ces pratiques, on dit qu'elle est plus verte. Pourtant, beaucoup estiment que cette nouvelle PAC ne prend pas suffisamment en compte les objectifs du Green Deal et les ambitions de cette stratégie de la ferme à la fourchette. Par exemple, là, il est prévu qu'il y aurait 25% de bio en 2030. On voit que ça va pas être simple en quelques années. Une réduction de 20% des engrais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces objectifs environnementaux, et est-ce que pour vous, elle est plus verte ? Ça, c'est la PAC la plus verte de tous les temps, mais ça, on peut en débattre des heures. Il y a plus de dispositifs justement qui accompagnent les agriculteurs pour que les pratiques changent. Donc, elle est plus verte. Il y a 25% des aides du premier pilier de la PAC qui sont que sur des dispositifs incitatifs pour rendre plus vert. Alors, il y a des pays pour qui il y aura peut-être moins d'efforts à faire parce qu'il y a
avait déjà des choses de faites. C'est le cas de la France. Ce sera moins compliqué pour les agriculteurs français en moyenne de pouvoir aller chercher les aides, notamment de ce qu'on appelle les éco-schemes, les éco-régimes. Mais de fait, cette PAC, si on veut parler de verte, elle le sera plus que celle d'avant, et c'est celle qui l'est le plus de tous les temps. Et donc après, ceux qui disent ah oui, mais ça répond pas aux objectifs du Green Deal. Les objectifs du Green Deal, ils ont été fixés, et pour l'instant, on n'a encore pas la politique de mise en œuvre après les textes de la réforme de la PAC. Donc on peut pas dire à la PAC, on peut pas reprocher à la PAC qu'elle va pas assez loin. Qu'elle va pas assez loin. Les objectifs du Green Deal doivent permettre à la PAC, doivent faire en sorte que la PAC, soit cohérente, et que le Green Deal soit cohérent aussi avec les moyens qu'on donne aux agriculteurs. Et si on s'aperçoit que ce qui est demandé, les objectifs qui sont fixés, quand ils seront entérinés dans le Green Deal, nécessitent des moyens supplémentaires, mais d'ailleurs pas que financiers, moyens techniques, en termes d'innovation, de recherche. Si on estime qu'il y a besoin de moyens supplémentaires, il faudra que ces moyens proviennent des politiques Green Deal, Farm to Fork, stratégie biodiversité. À un moment donné, il faut se dire les choses. On ne pourra pas changer, révolutionner l'agriculture telle que certains voudraient qu'elle se révolutionne sans donner de moyens. Vous avez parlé des 25% de bio. C'est très bien de mettre cet objectif. Il faudrait peut-être rappeler qu'aujourd'hui, en France, par exemple, on est à 9. Voilà, oui, on a été à 12, ça a rebaissé. Enfin, on a été à 12, on a monté jusqu'à 10, ça a rebaissé. L'objectif de 25, c'est très bien, c'est ambitieux, et on peut se dire que ça montre que l'Europe est volontariste. Mais sauf que quand on a 2% de bio en Bulgarie, puis qu'on est déjà à 25 en Autriche, ça nécessite de pas se focaliser sur l'objectif. Ça nécessite de se focaliser sur la faisabilité, sur comment on fait justement pour que en Bulgarie ça aille le plus vite possible, et puis que en Autriche que ça s'arrête pas de progresser. Donc voilà, faut pas qu'on passe notre temps à dire la PAC elle est pas pareil, elle est pas elle va pas aider à atteindre les objectifs du Green Deal, ou le Green Deal fait pas. Faut qu'on travaille de manière cohérente, quoi. Mais quoi qu'il en soit, cette transition environnementale de l'agriculture, elle s'insère un peu dans une équation complexe. Aujourd'hui, on a donc l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Dans ce contexte, est-il possible de mener, pour vous, une transition environnementale et énergétique de l'agriculture et de défense de notre souveraineté alimentaire liée à cette crise en Ukraine? C'est ce que l'Europe a finalement toujours fait. Elle a fait progresser son agriculture en essayant de le moins possible affaiblir le potentiel de production. On est le continent, vous l'avez dit, on est le premier continent en matière d'agriculture, parce qu'on a su se servir du potentiel agronomique qui est le nôtre, et qu'on arrive à produire en quantité, mais tout en ayant fait quand même évoluer, parce que même si on est encore responsable de certaines pollutions environnementales, les efforts qu'on a faits sont bien plus considérables, et les évolutions qu'a connues l'agriculture sont bien plus importants que ce qu'on aimait encore, et que ce qu'on pourrait encore faire demain. Donc soyons aussi conscients de tout ça. Donc en fait, vu que pour moi l'agriculture a toujours su évoluer, et plus particulièrement l'agriculture européenne, parce qu'il y a justement eu aussi cette pression justifiée sociétale pour qu'elle évolue, parce que c'était un enjeu notamment climatique. Je pense qu'elle peut réussir le challenge, avec ce qui se passe en Ukraine aussi, le challenge de continuer à relever les défis. Mais pour ça, encore une fois, il faut des moyens. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut des moyens. Il faut qu'on soit prêt à donner des alternatives aux agricultrices et aux agriculteurs européens, qu'on soit prêt à rajouter des moyens supplémentaires pour que nos ambitions soient atteintes. Et il faut
pas qu'il y ait trop d'injonctions non plus, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais avec d'autres politiques, notamment la politique commerciale, où voilà, si on met en compétition notre agriculture face à d'autres qui ne sont pas... On reste quand même un pays, une zone, ou même on pourrait dire l'Union européenne est aussi un pays très exportateur. Donc ça aussi, aujourd'hui on voit qu'on a des insuffisances alimentaires, on le découvre avec la guerre en Ukraine, et on voit aussi qu'on est encore quand même très exportateur aussi. Donc est-ce qu'on peut jouer sur ces deux aspects? Est-ce qu'il faut qu'on se préserve sur notre territoire, ou est-ce qu'il faut qu'on continue à vouloir exporter Non seulement on peut jouer, mais on doit jouer sur ces deux aspects. Si tant est que le mot jeu le mot jouer soit le plus approprié, mais en tout cas on doit continuer à améliorer nos standards pour justement pour les questions d'exportation, mais aussi de qualité de l'alimentation qu'on garde chez nous. Faut qu'on continue à augmenter nos standards, mais faut qu'on continue de jouer sur la diversité de nos agricultures. Voilà, on a des types d'agriculture différents. Il faut bien sûr que l'objectif commun et prioritaire reste celui de la qualité. Donc, il faut continuer de s'améliorer à tout niveau, au niveau environnemental, au niveau bien-être animal. Mais en ayant en tête que on doit jouer sur les deux tableaux, parce qu'on doit continuer d'exporter et qu'on doit aussi continuer, bien sûr, d'alimenter avec nos propres aliments nos citoyens européens. Je vous propose d'écouter on va faire un bon retour en arrière avec The Cure, A Forest, et on enchaîne après avec vous sur la guerre en Ukraine et ses conséquences alimentaires. Monsieur de Serles, donc je rappelle que vous êtes moi je vous présente comme ça parce que je trouve que c'est plus simple pour nos auditeurs, le monsieur agriculture du groupe Renew. C'est vous qui avez quand même négocié la PAC pour le groupe, il me semble, si je ne dis pas. Pas tout seul, mais oui, vous en faites partie. J'aimerais avoir un peu votre vision parce qu'il s'est quand même passé un événement important il y a un an. Quelles sont pour vous les conséquences de la guerre en Ukraine pour l'agriculture européenne? Si on devait préciser, je pense qu'il y a des coûts énergétiques, mais quelles sont les principales conséquences qui sont apparues après donc l'adoption de la PAC? Les principales conséquences, c'est, j'allais dire, la déstabilisation du marché. Ça, voilà, forcément, ça rebat les cartes entre la spéculation qui est profitable à certains, qui est néfaste pour nous, qui est difficile à maîtriser aussi parce que la spéculation sur les produits alimentaires agricoles, voilà, c'est forcément mondial. Il n'y a pas une spéculation européenne, une spéculation, c'est mondial, et donc ceux qui avaient envie, c'était un peu le cas de l'Europe, d'essayer de maîtriser un peu cette spéculation, avaient des envies parce que ça, justement, pour pas que ça pénalise l'agriculture et l'alimentation et les marchés au niveau européen. Mais bien sûr que les Brésiliens, les Américains étaient bien moins embêtés par cette spéculation. Donc du coup, ça a quand même, joué ça a tendu un peu les marchés agricoles et alimentaires.
Après, bien sûr, on n'a pas eu de problème de souveraineté. On a toujours eu à manger ici en Europe, mais il y a quand même des pays au Moyen-Orient qui ont à un moment donné manqué et au-delà d'avoir manqué, qui ont eu peur de vraiment manquer beaucoup, parce que les bateaux ne partaient plus d'Odessa, entre autres, mais d'autres ports ukrainiens, et donc l'alimentation n'arrivait pas. Et puis après, l'autre problématique, pas négligeable du tout non plus, c'est sur les questions autour des engrais. Les engrais azotés aussi. Des engrais azotés, il y avait à la fois un manque parce qu'il n'y en arrivait plus, et le peu qui arrivait, il était extrêmement cher. Donc du coup, ça faisait quand même des difficultés d'approvisionnement pour les agriculteurs, et donc du coup, sans engrais, il y a moins de production. Donc ça tendait aussi les marchés à ce niveau-là. Et donc ça inquiétait forcément les agriculteurs. Donc s'il y a baisse de production en Europe, voilà, ça peut avoir ça crée aussi cette inflation. Ça crée cette inflation, et ça crée donc aussi ces inquiétudes sur notre souveraineté alimentaire. Alors la première réaction des gouvernements européens aux conséquences de cette guerre en Ukraine a été de réclamer des assouplissements aux conditions environnementales européennes, notamment celle d'utiliser ce qu'on appelle les jachères. Est-ce que le nouveau contexte, pour vous, ne devrait pas nous pousser au changement et réduire notre dépendance à certains engrais? On parlait de des engrais azotés qui sont quand même dépendants du gaz. Est-ce que on ne devrait pas plutôt jouer là-dessus en se disant c'est comme pour la sobriété énergétique, mais là il faut réduire et trouver d'autres solutions, sachant que le potassium, si j'ai bien suivi, c'est la Russie qui est un des gros fournisseurs. Donc comment vous voyez aussi la chose? Est-ce que c'est pas comme dit, maintenant on a réduit par exemple notre dépendance au gaz russe, là il faut réduire notre consommation de ce type d'engrais. Bien sûr qu'au niveau économique et au niveau des décideurs et au niveau des pouvoirs publics, c'est l'objectif qu'il faut qu'on se donne, et il faut qu'on avance dans cet état d'esprit-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les agriculteurs n'ont pas attendu qu'on réfléchisse dans cet état d'esprit-là. L'agriculteur, l'engrais, c'est pas pour se faire plaisir qu'il en met, c'est parce que ça fait pousser sa plante, et puis parce qu'après, il a plus de production. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les agriculteurs, ils produisent pour nous nourrir. C'est pas rien que pour leur... Bien sûr, c'est pour vivre aussi, mais c'est aussi pour nous nourrir. Donc, il n'y a rien qui est utilisé, qui est jeté par les fenêtres, et encore moins l'engrais, justement, parce que c'est cher. C'est pour nourrir la population qu'on produit. Donc, du coup, il faut qu'on réussisse effectivement à être moins dépendant de ces engrais. Moins de dépendance, ça veut dire aussi essayer de moins en utiliser. Donc voilà, c'est ce sur quoi les agriculteurs ont déjà commencé à travailler, et c'est ce sur quoi on doit continuer à les accompagner en apportant, comme je disais tout à l'heure, des idées, des innovations, et en appuyant aussi la recherche pour qu'il y ait des alternatives. Et puis, économiquement, on doit aussi se donner les moyens de savoir produire des produits qu'on produit peut-être un peu moins en Europe, comme notamment les protéines végétales. On importe beaucoup de soja. Celle qui nourrit les animaux. Mais voilà, donc si on pouvait en produire un peu plus en Europe en se dotant de dispositifs et de plans protéines, c'est ce qui a déjà été demandé, souvent par la France, mais il y a d'autres pays aussi qui en rêveraient, je sais pas, mais en tout cas qui trouveraient ça bien qu'on puisse se doter d'un plan qui nous permette de faire un peu plus de protéines végétales. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on doit avancer. Et je pense quand même, je veux juste redire aussi, que les pouvoirs publics ne sont pas restés stoïques sur ces questions de sécurité alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'on est allé assez loin puis qu'on a toutes les solutions. Mais au lendemain de la guerre en Ukraine, les trois institutions, Conseil, Parlement et Commission, ont, j'allais dire pondu, je ne sais pas si le terme est bon parce que c'est peut-être un peu péjoratif, mais en tout cas on construit des textes pour rappeler que la sécurité alimentaire, que la souveraineté alimentaire devait rester en tout cas au premier rang aussi des priorités, aussi bien que d'autres points qui ont été mis en avant là-dessus. En un an de la guerre en Ukraine, la consommation alimentaire a quand même baissé de 8%, notamment lié à l'inflation. L'inflation des prix de l'alimentation est devenue le moteur de l'inflation actuelle. Les prix du sucre, là j'ai été surpris, sont envolés de 54% dans l'Union européenne. Celui du lait et du beurre de 27%. Toutes ces imputations, on a parlé de la spéculation. Pour vous, elles sont imputables à la guerre en Ukraine ou c'est autre chose? Et si c'est autre chose, comment on peut faire pour finalement jouer sur ces prix?
Il n'y aurait pas eu ces inflations aussi élevées s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut tout remettre sur la guerre en Ukraine? Non, parce que c'est aussi dû à notre non-anticipation sur certaines choses, des fois à notre incapacité de finalement bien gérer le marché, et puis notre incapacité à anticiper ces choses-là avec des outils pour gérer ce genre de crise. Des outils de gestion de crise. Des outils de gestion de crise, ça c'est pareil. Dans la politique agricole commune, il n'y a pas 36 pays qui défendent ces choses-là. Il y a la France, puis d'autres pays un peu méditerranéens qui disent c'est bien si on se dote aussi d'outils qui nous permettent d'être plus résistants aux chocs. Ça va être un réel travail à faire sur la prochaine réforme de la PAC, et je pense même dans nos réflexions aujourd'hui des choses à penser, comment on assure, parce que c'est pas le tout de se mettre, de libéraliser le marché agricole et sans se doter de filets de sécurité, parce que quand on est face à des puissances comme la Russie, comme les États-Unis, même comme l'Ukraine maintenant, dont on va devoir se servir de sa richesse agricole aussi pour qu'elle puisse aussi intégrer l'Europe et l'Europe agricole. Mais quand on est face à des puissances comme ça, si on n'a pas d'outils qui sécurise un peu notre marché, on se fait avoir, et du coup on a aussi ça. Alors c'est une combinaison de choses graves malheureusement qui arrivent, qui ont fait qu'on est à des chiffres aussi élevés d'inflation. Il y a aussi une autre chose dont on parle beaucoup, qui peut peut-être ressortir de cette crise, c'est le fait qu'on ne défende pas assez notre agriculture locale ou l'agriculture nationale dans chacun des pays, notamment. On ne privilégie pas, par exemple, les cantines ne peuvent pas acheter local ou national parce que la concurrence européenne ne le permet pas. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de permettre cela, parce qu'on parle beaucoup d'économie circulaire, d'acheter au plus près, et finalement on voit qu'au niveau cette fois-ci de ces règles-là, on est un peu coincé. Est-ce que c'est un élément qui peut changer ça? Bien sûr, ça fait partie de ce qui pourrait devenir des filets de sécurité aussi, s'assurer qu'on consomme. C'est pas le tout de dire faut consommer local si on se donne pas les moyens, et que ni au niveau des pouvoirs publics ni au niveau des consommateurs on met en place des dispositifs qui nous obligent un peu à consommer local pour répondre aussi à d'autres enjeux, pas que économiques d'ailleurs. Et donc si le droit de la concurrence européenne nous met dans des situations où finalement on peut pas automatiquement choisir si on peut manger local ou pas, c'est pas normal. Donc oui, ça, il faut aussi là-dessus apporter des réponses. Ça a été une de mes surprises en préparant cette émission. J'ai lu le chiffre que comme quoi 45% donc des poulets, des ovins c'était des poulets importés par l'Union européenne, alors que finalement, je n'imaginais pas qu'on était si dépendant des poulets d'ailleurs, quoi. D'ailleurs, d'Ukraine, pour le coup aussi. Mais parce que justement, on a tendance, nous, à se mettre des règles qui font que, on a tendance à affaiblir nos productions. Mais sauf que les gens n'arrêtent pas de manger du jour au lendemain aussi. Et dans ce qu'on disait tout à l'heure aussi, les transitions, il faut savoir que c'est pas si évident que ça. Quand on disait faut réduire notre dépendance à l'engrais, sur une exploitation, tu peux décider du jour au lendemain d'arrêter de mettre de l'engrais. Mais ça veut dire que tu décides que tu n'as plus de production aussi. Donc c'est sur un temps long que ces transitions aussi se feront. Et même si on a la responsabilité peut-être de se transformer un peu plus vite que les autres parce que notre continent se réchauffe plus vite ou quoi que ce soit, faut quand même savoir que l'agriculture pourra pas non plus changer du jour au lendemain et continuer de répondre à sa première responsabilité, celle de nourrir la population. Et donc, du coup, quand on affaiblit notre modèle agricole parce qu'on lui met des règles qui sont des fois un peu trop difficiles à respecter du jour au lendemain, ça baisse le potentiel de production, alors que la consommation, elle reste la même. En France, on a perdu 800 000 vaches là, en très peu de temps, en 5-6 ans. Et la consommation de viande, elle a augmenté. Donc, on est allé la chercher ailleurs. Et là, basta, plus de circuit court, elle est venue d'Amérique du Sud, elle est venue peut-être des voisins allemands, donc là, on va se dire que c'est moins grave, mais
Soyons sérieux et soyons, parce que après on se moque aussi de la figure aussi du consommateur, quoi, parce qu'on lui dit on va privilégier le local, mais du coup si politiquement on le fait pas et dans les pouvoirs publics, dans les politiques publiques pardon, on ne permet pas si facilement que ça et qu'on affaiblit même notre modèle agricole, bah c'est pas bon. J'avais lu dans un article, c'est une sorte d'exception culturelle. On pourrait avoir une exception agricole pour moi ça fait partie. Alors je sais pas si on a parlé à une époque d'exception agriculturelle, justement, notamment dans les accords commerciaux, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais justement, parce que, enfin, je ne l'ai pas encore dit, et pourtant, à chaque fois que je prends la parole sur ces sujets, je le dis, mais on a la chance en Europe d'avoir l'agriculture qui répond aux standards de production les plus élevés au monde, que ce soit en matière de bien-être animal ou en matière justement d'environnement et d'écologie. C'est la seule agriculture qui est réglementée à ces niveaux-là de demandes, de normes. Donc, qu'il faille faire mieux, bah oui, on en est tous convaincus, mais soyons aussi convaincus sans faire plus de chauvinisme que ça, qu'on est déjà les meilleurs. Et donc c'est quand même pas mal, quoi. Il n'y a pas non plus des scandales alimentaires tous les jours. Je dis pas que si l'espérance de vie a augmenté en Europe, l'agriculture n'y est pas tout à fait pour rien. Enfin, en tout cas, l'alimentation qui dépend de notre agriculture. Donc ça n'a aucune utilité et ça ne fait pas progresser l'agriculture plus vite que de lui taper dessus. Donc soyons un peu réalistes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ceux qui disent la PAC n'est pas plus verte, si vous voulez. Sauf qu'on est déjà les plus verts et qu'on sera encore les plus verts demain. Donc vous pouvez dire qu'on n'est pas les plus verts, mais ça fait rien avancer. Le temps est passé. Alors j'aimerais conclure cette émission par un moment plus léger. Qui va nous permettre aussi de mieux vous connaître. C'est par la rubrique Catch the Eye. J'ai passé la parole dans le cadre de Catch the Eye. Catch the Eye. Catch the Eye. We now move to Catch the Eye. Catch the Eye. Ce sont des questions courtes, réponses courtes. Pour vous, quel est le plus grand succès de l'Union européenne, Monsieur de Serles ? D'avoir su maintenir la paix. Ah, oui, on n'est pas sur l'agriculture. Et son plus grand échec, si vous pensez qu'il y a un échec, est-ce que c'est les accords internationaux ? Là, on n'en a pas parlé dans l'émission. Non, j'ai pas envie de donner un des plus grands échecs parce que j'en vois pas. Je pense que voilà, l'Europe sait toujours se relever de ce qu'a pu être une erreur. Mais voilà, l'Europe n'a jamais fait de faute. Et est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ? Oui. Est-ce qu'il y a un réseau social que vous préférez ? On peut vous voir, on peut vous suivre. Non, je suis un peu actif sur Twitter. Je suis pas le plus actif des députés européens. Il y en a qui sont très, très actifs. Et pour terminer, si vous aviez un lieu, un endroit que vous aimez beaucoup, une exposition, peut-être un livre ou quelque chose à conseiller à nos auditeurs, ce serait quoi ? C'est passé, mais c'est le salon de l'agriculture, peut-être. Ah ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Alsaciens qui y sont allés encore, à moins que ce soit les gens autour de la région et de la Chambre d'agriculture d'Alsace. Pour le coup, pour m'adresser un peu plus directement aux Alsaciens, je leur conseille, mais je pense qu'ils sont tous assez malins pour le reconnaître, de ne pas hésiter à aller visiter des exploitations agricoles alsaciennes. Parce que leur diversification, leur manière de voir l'agriculture, je pense que les hommes et les femmes qui font l'agriculture alsacienne mérite d'être rencontrée. Et je terminerai, là, ça n'était pas dans mes questions prévues, si vous avez un exemple de politique agricole d'un pays ou quelque chose que vous trouvez qui pourrait être un modèle, est-ce qu'il y a un pays hors la France qui vous inspire ? Ça va peut-être choquer certains, mais je pourrais m'en expliquer plus tard. Je pense qu'on s'inspirerait de la politique agricole américaine, des États-Unis, du Farm Bill, pour aussi construire la nôtre, reconstruire la nôtre, sans la transférer à l'identique. Mais je pense qu'on s'en inspirerait un peu plus, ce serait pas bête. Ça mériterait discussion. Merci beaucoup, Monsieur de Serles, de nous avoir consacré du temps et d'être venu ici dialoguer avec nous sur l'agriculture en Europe. Merci beaucoup, à bientôt.